Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à GitLab. Dans cette 16e vidéo dédiée à GitLab, on va s'intéresser à l'installation et la mise en place, le run de notre premier GitLab Runner et le lancement de notre première pipeline. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne, mettre des pouces bleus, en parler autour de vous. Alors ce premier runner, il va être extrêmement simple, c'est-à-dire qu'il va être sous forme de machine virtuelle et il va avoir un type d'exécuteur. On en a parlé lors de la vidéo précédente où on a abordé les différentes définitions, donc ce sera un exécuteur de type shell. Donc si on veut utiliser les runners, donc c'est nécessaire bien sûr pour faire des pipelines, on a deux types de runners. Donc on a vu qu'il y avait différents exécuteurs possibles. On peut faire tourner les runners de différentes manières, on le verra. Donc là aujourd'hui on est sur une machine virtuelle, mais on peut le faire également sous forme de container. Et les runners ont des scopes, c'est-à-dire qu'en fait un runner peut être dédié soit à un projet spécifiquement, soit à un groupe, soit il peut être partagé avec l'ensemble des groupes et projets. Si on veut donc installer un runner, donc la manière on va dire la plus simple et qui est intuitive grâce à GitLab, ça va être de créer donc ce runner dans un projet. Donc on va créer un projet spécifiquement. Donc là on est sur un scope, on va dire, ça serait similaire pour un groupe et un petit peu un peu similaire également, mais pour un shared runner. Donc là on va créer, par exemple ici on va dire mon premier pipeline par exemple, donc ça va être le nom de notre projet. On va le créer comme ceci, on va dire qu'il est interne, peu importe, ça n'a pas d'impact, d'autant plus qu'on a des droits puisqu'on est en plus créateur de ce projet. Et donc là, nous on va se rendre, alors ce serait pareil exactement pour les groupes, on va se rendre dans Setting et on va se rendre dans CI/CD. Et une fois dans CI/CD, vous voyez qu'ici on a un volet dédié aux runners, donc on va l'étendre. Et une fois qu'on a étendu celui-ci, voilà ce que nous dit GitLab, nous dit voilà, sur ce projet-là, il y a deux types de runners qui vont pouvoir tourner, soit des runners partagés, c'est-à-dire avec l'ensemble des autres projets. Alors l'inconvénient de ce type de choses, c'est que cette ressource va être partagée, donc si elle n'est pas disponible tout de suite, il va falloir attendre, etc. etc. Donc ça implique plus de dépendance, qu'on va dire. On peut donc, GitLab permet de désactiver pour ce projet les shared runners, de manière à faire en sorte que ce soit vraiment des runners spécifiques et dédiés plutôt à ce projet qui vont pouvoir faire les choses. Sinon, on a donc les runners spécifiques. Et pour les runners spécifiques, vous voyez que là, pour l'instant, on n'en a pas de mentionné. Si on en avait, ce serait mentionné à cet endroit-là. Et donc, on a une procédure d'installation que GitLab nous fournit, hein, qu'on retrouve ici. On va retrouver donc les différents types de mode d'installation du runner, donc par container, par binaire, par dépôt Debian ou RPM ou autre. On voit que les runners sont supportés par différentes architectures, de l'ARM comme de l'AMD. Et on va les retrouver, on va retrouver des binaires pour macOS, pour Windows, FreeBSD, Linux, etc. Donc vraiment, ça couvre très très large. Il n'y a pas de souci, peu de soucis en tout cas à se faire avec ça. Vous voyez qu'il y a un système de tokens, et nous, donc, on va procéder à cette installation sur notre VM. Donc, on peut se reporter à l'installation spécifique manuelle pour Linux, par exemple, qu'on va retrouver ici. Hein, je vous ai mis tous les liens, vous avez tout ça dans la description de la vidéo. Et vous retrouvez donc ici, par exemple, pour utiliser un dépôt, les paquets deb ou RPM, les packages, on va pouvoir du coup utiliser un script qui va nous permettre d'installer, de télécharger le point deb ou le point RPM. Éventuellement, vous avez la procédure même pour les updates. Puis éventuellement, vous pouvez très bien télécharger directement, donc c'est du Go, donc télécharger directement le binaire, le placer dans le path, créer un user spécifique et puis derrière le lancer. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc nous, ce qu'on va faire, on va partir sur notre installation. On va télécharger ici, donc hop, voilà, on a le lien pour le deb, donc le fichier .deb, qu'on va télécharger ici. Donc ça va mettre, vous voyez, il y a 418 mégas, donc ça va mettre quelques secondes à se faire. Une fois qu'on l'a téléchargé, derrière on n'a plus qu'à l'installer, donc sudo dpkg-i le fichier en question. Alors n'oubliez pas donc ici de bien spécifier l'architecture que vous avez, globalement assez souvent AMD 64, mais ça peut très bien être de l'ARM sans souci. Alors on va
donc ensuite jouer notre DPKG. Voilà, donc ça avance tranquillement, on en est à la moitié à peine, non un peu plus que la moitié plutôt. Et donc il reste encore un petit peu de temps. On arrive à la fin, et une fois ceci réalisé, qu'est-ce que l'on va faire? On va pouvoir checker, donc grâce à une ligne de commande spécifique, la ligne de commande c'est gitlab-runner, on va pouvoir checker un petit peu si notre runner est en place. Une fois qu'il est en place, ça ne veut pas dire qu'il est déjà en contact, en lien avec notre GitLab. Donc, alors on va laisser faire l'installation tranquillement. Donc derrière, au niveau de GitLab, on va avoir une démarche à réaliser qui va être d'enregistrer ici, vous voyez, l'endroit où se situe notre instance GitLab et un jeu de jetons, un token en fait, qui va pouvoir être communiqué directement pour s'authentifier finalement. Ici on a un lien, donc la possibilité de voir les commandes qui sont valables sur différents environnements. Hop là. Sur différents environnements, donc également sur Kubernetes, on verra ça plus tard, sur Docker et sur Linux, vous voyez, on retrouve les éléments ici, et donc on a une commande spécifique d'installation, GitLab runner install, sur lequel on va pouvoir passer différents éléments. Donc on va le faire juste après. Alors, donc là on doit être, voilà, nickel. Donc là si je fais un GitLab, alors on va passer en route. Donc si je fais, hop, on va réduire ici, un GitLab runner comme ceci, status, donc là j'ai un runner, vous voyez, qui tourne à l'heure actuelle mais qui est en lien avec rien du tout. On va donc le rattacher à notre instance GitLab qui est ici. Pour faire ceci, on va utiliser donc notre token. Alors le mieux c'est voilà, d'avoir une variable d'environnement pour pouvoir le passer, donc un peu comme ceci. On va récupérer le token. On va le charger donc dans notre variable d'environnement. On va ensuite, ici, jouer notre commande GitLab register, donc qui va nous permettre d'enregistrer notre runner, tout simplement. Donc on va venir ici, voilà, GitLab runner register. On lui passe donc l'URL de notre GitLab, on lui passe le registration token. Alors, il y a deux modes, interactive ou non interactive. Là on est en mode interactive, on est en train de renseigner finalement le mode interactif quand on fait ceci, vous allez le voir. Sinon vous pouvez lui passer un mode non interactive, spécifier l'ensemble des choses dans la ligne de commande, donc le type d'exécuteur, vous allez le voir, la description, la liste des tags que vous souhaitez rattacher, on va voir après la notion de tag a son importance assez primordiale. Donc là, on vient de le lancer. Donc par défaut, comme on avait passé un --url xavkit.gitlab, il vient de se renseigner automatiquement ici. Le token également, on l'a passé directement dans la ligne de commande, donc il est également pré-renseigné. Runner 1, donc il reprend automatiquement le hostname de la machine, mais vous pouvez définir un autre nom. Et ensuite, on va pouvoir rentrer des tags séparés par des virgules. Donc là, en l'occurrence, par exemple, je peux lui passer shell, je peux lui passer Linux, etc. C'est là où vous allez pouvoir par exemple spécifier que sur ce runner là, vous avez à disposition par exemple un Maven, vous avez à disposition autre chose, plutôt un runner typé pour tel langage ou tel genre d'action. Donc là on l'enregistre de cette manière-ci. Ensuite il nous demande quel type d'exécuteur on souhaite allouer à ce runner. Donc là en l'occurrence nous aujourd'hui on va s'intéresser au shell. Et donc le but va être de passer des commandes shell. Et là, il nous indique voilà, qu'il a été automatiquement reloaded et il a été joint directement à notre GitLab. Donc on va aller se rendre dessus, on va rafraîchir ici. Hop, voilà, on va redérouler les runners. Et là, qui est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici désormais, vous voyez, dans les runners disponibles, notre runner 1 avec deux tags Linux et Shell. Vous allez voir que c'est assez important. Si on veut avoir du détail sur ce runner, on va pouvoir cliquer sur Edit et on va avoir différentes informations. Première chose, est-ce qu'il est utilisable ou pas? Est-ce qu'on souhaite le protéger donc ici? Est-ce qu'on souhaite utiliser les tags ou non? Et par défaut, vous voyez que il est nécessaire d'utiliser des tags si vous voulez utiliser ce runner. Vous allez voir l'incidence derrière, donc je vais faire exprès d'avoir
une erreur dessus, et vous allez voir, ça va nous apporter quoi, un petit éclaircissement. Vous voyez les tags derrière, on peut éventuellement les compléter, mais qu'on a par défaut, donc Linux et Shell. Voilà. Donc là, on a notre runner qui a été installé. Donc si je déroule un petit peu, ici je vous ai remis les lignes de l'output qui a été fait. Si on veut vérifier la configuration du runner, donc tout ce qu'on a saisi grâce à la ligne de commande a abouti à créer ici dans /etc GitLab runner config.toml, donc c'est du format toml. On va retrouver ici, vous voyez, un runner. Après, on peut en avoir différents, donc on pourrait en avoir d'autres, mais là on n'en a qu'un seul, avec les éléments que l'on a passés tout à l'heure. Quelques-uns de ces éléments. Ensuite, donc on va être apte à faire notre premier pipeline, mais avant ça, dans quel cas de figure on dispose d'un runner ou d'un pipeline, donc il est nécessaire pour cela d'activer dans les projets l'utilisation du pipeline. Donc à savoir que par défaut, donc nous quand on a installé notre instance, quand on est allé dans Settings ici, dans les paramètres ici généraux, hop là, je vous dis une bêtise, oui, dans les paramètres généraux et dans les features qui sont à notre disposition, pardon, on retrouve donc les issues, les repositories et on retrouve le pipeline quelque part. Ah non, tiens donc. Si, voilà, CI/CD qu'on va retrouver ici, qui permet de faire, voilà, je pensais que ça avait le terme exactement pipeline, mais non, CI/CD qu'on retrouve, et donc c'est l'activation du volet CI/CD. Ça peut être quelque chose qui peut être non disponible très simplement ici, ou on peut très bien souhaiter ne pas le mettre à disposition par défaut, l'activer par défaut tel que c'est ici. Ça veut dire que ce qu'on veut, c'est limiter quand même l'usage, et faire en sorte que voilà, de gérer un petit peu plus les choses. Pour ça, notre instance GitLab, on peut aller faire une modification pour désactiver certaines features par défaut. Ça, on n'en a pas trop parlé, mais pour désactiver les features par défaut, si je fais un vim de /etc GitLab GitLab RB, voilà, ici gitlab.rb, voilà, comme ceci. Si je recherche, par exemple, nous dans notre cas de figure, donc la feature qui est pipeline, qui est CI/CD, donc avec des termes un petit peu différents, elle s'appelle builds dans ce volet-là. Et vous voyez que par défaut, donc elle est activée à true. Ça veut dire que par défaut, chaque projet disposera du build. Par exemple, on a également le wiki qui est par défaut, etc. Donc on peut très bien le passer à false, et ça fait en sorte qu'on n'active pas ces éléments-là par défaut. Si on fait ceci, il faut faire un GitLab CTL derrière, on en a déjà parlé, mais la commande GitLab CTL qui permet de reconfigurer dès lors qu'on a fait la fameuse installation dont on a parlé au tout début de cette playlist qui s'appelle Omnibus, et bien on va pouvoir faire un reconfigure comme ceci. Ça va mettre à jour, grâce à Chef, mettre à jour l'instance, reloader ce qui est nécessaire de reloader, etc. Puisque on l'a déjà vu, on a beaucoup de microservices sur GitLab. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, donc, comme je vous disais, on est prêt à lancer notre premier pipeline. Alors, pas tout à fait, vous allez le voir, mais on est prêt à le faire. Donc ça veut dire que dans notre projet ici, si on remonte, on voit qu'on a ici CI/CD. Donc on peut se rendre dans CI/CD. Pour l'instant, on n'a absolument aucun pipeline. Je peux cliquer sur Run Pipeline, mais finalement, je n'ai pas d'éléments de base. Et on a vu lors de la vidéo précédente que le fichier élémentaire d'un pipeline, c'est le .gitlab-ci.yaml. Donc là, en l'occurrence, si je vais dans mon dépôt, je ne vais pas en retrouver du tout. Si je vais dans CI/CD Editor, ici, donc vous voyez, CI/CD Editor dans mon projet, je vais pouvoir dire, voilà, créer un nouveau fichier en question pour pouvoir faire mon pipeline. Donc je vais faire Create, et là vous voyez qu'on a accès, alors on peut cliquer ici pour accéder à des templates, donc il y a beaucoup de templates mis à disposition, vous voyez déjà, suivant les langages, etc. Nous, on va partir sur le template par défaut et qui commence à structurer, ça on reverra ça plus tard, notre pipeline en fameuses étapes, donc les stages. Là, en l'occurrence, on a 3 stages, build, test, deploy. Ces stages sont composés de différents jobs. Donc ici, on retrouve les noms des jobs. Le build job, le unit test job,
et le lint test job. Ces jobs, comme je vous disais, font partie de différentes étapes. Donc pour chaque job, on va dire, voilà, ce job-là, il appartient à build. Donc build job appartient à build. Unit test appartient au stage test. On pourrait très bien avoir aussi deux jobs, comme je vous le disais auparavant. Voilà, on peut le faire comme ceci. On va lui faire exécuter exactement la même chose. Hop, voilà, build job, on va dire suite, par exemple. Et bien il va appartenir toujours à l'étape build. Donc on va avoir deux jobs au sein de la même étape. Ensuite, on retrouve à l'intérieur donc le fameux script. Donc on pourrait avoir un before script, un after script, mais le script qui va être l'exécution des commandes techniquement. Donc ce qu'on retrouve ici par des hello qui font simplement des choses ou des sleep. Mais le but est simplement de visualiser les choses, de faire une petite démo. Donc on va committer tout ça. Donc là, on est dans notre éditeur. Là, on a un checking pipeline status. On peut remonter directement dans notre liste de pipeline. Et là, on se retrouve dans un statut pending. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire dans notre statut pending? Si on regarde ici, on va voir que finalement, quand on clique sur le pending, il nous dit, voilà, je n'ai rien à démarrer, je peux rien démarrer. Pourquoi? Parce que le job est bloqué puisque je n'ai pas de runner assigné. Alors c'est là où on se dit mais pourquoi? Puisqu'en fait mon runner à côté je le retrouve bien. Si je vais dans mon settings CI/CD, rappelez-vous, on va dans runner et on retrouve bien ici notre runner avec des tags. Tout simplement parce que par défaut notre instance GitLab va faire en sorte donc que ces runners que l'on a attribués aient par défaut une association par un tag. Donc il faut que le tag soit précisé au niveau des jobs et au niveau des runners, et l'association est faite entre les deux. Comme on n'a pas mis de job dans notre GitLab CI, de tag dans les jobs de notre GitLab CI, de fait, le runner qui dispose de tag Linux et Shell n'est pas associé au job en question. Donc ça, on peut le lever ici pour indiquer, voilà, à cet endroit-ci, qu'on peut faire tourner sur ce runner-là spécifiquement des jobs qui ne sont pas tagués. Donc là, c'est le cas de tous mes jobs finalement qu'on a lancé tout à l'heure. Donc là, si je retourne dans mon pipeline, ici, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il est en running. Voilà, il n'est plus en pending, il est en running. Et là, on voit que donc dans cette étape de build, on a bien deux jobs qui ont été lancés. Dans le pipeline, dans le stage test, on a également deux jobs qui sont lancés, donc on peut vérifier. Ici, on a, si on vérifie, alors ouais, on va pas avoir le log. On va attendre un petit peu. Ensuite, on a le stage deploy qui est à la fin, qui lui est la dernière étape et également composé d'un job. Donc là, on se retrouve avec un job qui va avoir tourné. Également, donc, si on regarde, on peut supprimer complètement un pipeline qui a été lancé. On peut également l'annuler, c'est également possible. On peut visionner ici la liste des jobs qui ont été lancés et leur statut. Donc on voit qu'on en a un qui est en running ici. Alors on a un slip de 60 secondes, c'est pour ça qu'on reste bloqué depuis tout à l'heure, mais c'est normal, et quand il va se débloquer, il va réaliser les autres jobs en question. On va retourner sur notre pipeline ici. Donc on a les deux clés d'entrée, hein. Le pipeline qui est la vision générale, globale, et puis les jobs qui est la liste des jobs vraiment un peu plus en vrac, on va dire, pour avoir, avoir chacun des éléments détaillés, mais sans avoir la vision globale. Donc le mieux, souvent, c'est d'accéder par le pipeline. Et vous voyez que là, notre pipeline a été réalisé, il est passé, il est en vert, et donc ça veut dire qu'il a eu toutes ces étapes qui ont été réalisées avec succès. On retrouve ici également en survolant les différentes étapes, vous voyez, build, test, deploy, et leur statut, donc ils sont verts, hein, ils sont passés, on verra ça un petit peu plus tard par la suite. Alors si, comme je vous disais tout à l'heure, on peut également, donc on va refaire on va lancer notre deuxième pipeline. Alors vous voyez qu'on a commité tout de suite notre pipeline, le GitLab CI, et du coup notre pipeline s'est lancé automatiquement au commit que l'on a réalisé. Là ce qu'on va faire, on va retourner sur notre runner et on va se dire non, moi ce que je veux c'est qu'il utilise des tags. Donc on va, qu'il utilise des tags. Donc le tag c'est Linux ou Shell, l'un ou l'autre, ou les deux, mais l'un ou l'autre. Et on va retourner dans notre éditeur de notre fichier
gitlab.ci. Donc spécifiquement, ce volet-là permet d'accéder spécifiquement à celui-ci. Vous voyez qu'on a un linter qui est à notre disposition. On peut aussi avoir une vision YAML. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mentionner, par exemple ici, la liste des tags qui vont être qu'on va associer à ce job. Donc, par exemple, ce job, on va dire, c'est un build qui est exécuté par exemple en shell, et donc je ne veux que du runner de type qui propose du shell, et je vais le faire de cette manière-ci. Là, je vais faire un commit, donc là, je peux mettre second commit, et là, on va valider. Qu'est-ce qui va se passer comme tout à l'heure? Donc, on a un checking pipeline status qui est lancé, et si on retourne sur notre pipeline, on va vérifier ce qui se passe. Donc là, on est en running pour le moment. Et si je clique ici, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que je suis bien en vert au niveau du premier job, qui est bien passé. Par contre, le second, si je survole, il est en pending. Pourquoi? Parce que comme tout à l'heure, on a réactivé les tags sur notre runner, et comme on a défini uniquement sur le premier job un tag, seul le premier job a été réalisé. Donc pour débloquer la situation, il faudrait tout simplement qu'on aille éditer, qu'on aille rajouter notre tag sur... donc là, on peut très bien dire, voilà, celui-ci, ça va être un tag shell, celui-ci, ça va être un tag shell. Bon, c'est un peu stupide là ce qu'on fait, mais c'est pas grave. Également un tag shell ici. J'espère que j'en oublie pas, on verra. Un tag shell également ici, et puis un tag Linux, on va dire, voilà, l'installation elle se fait que sur Linux, bon, c'est un peu logique, et ici voilà, ça va être un tag Linux. Et donc si je relance de nouveau, on va committer rapidement, voilà, comme ceci. Donc on a un check du pipeline qui s'est fait. Donc on a le résultat du lint à côté à chaque fois, hein. Donc on peut avoir les détails pour voir un petit peu la qualité de ce qu'on a rédigé dans notre GitLab CI.yml. On a la possibilité de visualiser comment il est interprété en point de vue d'une couche logique de visualisation. Donc on a le build, le test, le deploy, et on retrouve l'ensemble des éléments là. Et puis on a la vision stricte YAML, donc on a plus les commentaires, etc. Et si on retourne sur notre pipeline, ici, vous voyez qu'on en est à notre troisième pipeline que nous venons de lancer, et celui-ci est en train de se dérouler. Alors c'est vrai qu'on a le sleep qui va durer un petit peu de temps, mais voilà, il est en train de se dérouler parce que tout simplement on n'a pas de job sans tag, et du coup l'ensemble des jobs vont être réalisés puisqu'on a un tag qui correspond à un runner à chaque fois. Et du coup au niveau du job ID, vous voyez, on a des ID de job, on retrouve ensuite le tag qui est associé avec, et sur celui-ci, le tag ce sera Linux. Je peux rafraîchir, mais je pense qu'il y a les 60 secondes qui s'écoulent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.